Au Cameroun, quand on prononce les mots remaniement ministériel, il se passe quelque chose de particulier. Les téléphones chauffent, les spéculations galopent, les carrières tremblent et les réseaux sociaux deviennent, le temps de quelques temps, semaines, des cabinets ministériels virtuels. Mais cette fois, il y a une date qui circule, pas une rumeur vague, pas un bientôt, un cap, après le 20 mai 2026. Alors la question se pose, pourquoi attendre? Pourquoi maintenant? Et surtout, que se prépare-t-il réellement derrière ce calendrier maîtrisé? Car au Cameroun, le temps politique n'est jamais un accident, il est souvent un message. Et ce message, nous allons le décrypter ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radar 237, la chaîne qui observe l'actualité camerounaise avec lucidité, rigueur et une bonne dose de vérité sans excès. Ici, pas de rumeurs transformées en sentences, pas de passion transformée en accusation. Nous analysons, nous contextualisons et surtout, nous respectons les faits. Si vous voulez comprendre ce qui se joue réellement derrière les grands titres, si vous préférez la profondeur au sensationnel, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez une communauté qui débat avec intelligence, parce que comprendre, c'est déjà agir. Depuis plusieurs semaines, le Cameroun retient son souffle politique. Le président Paul Biya, en fonction depuis 1982, est au centre d'une attente persistante, celle d'un nouveau gouvernement. Des annonces ont été faites lors des adresses officielles récentes. Des signaux ont été envoyés, mais la décision finale semble s'inscrire dans un calendrier précis, rien avant le 20 mai 2026, selon des indiscrétions relayées dans la presse. Ce délai interroge. Est-ce une stratégie de stabilisation, une préparation institutionnelle plus large ou un simple ajustement de timing? Ce qui est certain, c'est que le remaniement attendu ne peut être analysé comme un simple changement de ministre. Il s'inscrit dans un contexte plus vaste, équilibre politique interne, hypothèse de réforme constitutionnelle, débat sur la décentralisation et questions sensibles de la performance gouvernementale. Autrement dit, ce n'est pas seulement une liste qui se prépare, c'est une orientation. Et pour comprendre cette orientation, il faut examiner chaque dimension avec méthode et recul. Partie 1. Le temps politique comme stratégie. Au Cameroun, le temps politique a une particularité, il ne court pas, il marche lentement, avec assurance, comme un patriarche qui sait que tout le monde l'attend déjà au salon. Depuis l'annonce d'un possible remaniement ministériel, les spéculations s'emballent, les listes circulent, les sources sûres se multiplient, les réseaux sociaux distribuent déjà les portefeuilles, mais au sommet de l'État, le calendrier ne semble pas pressé. Le président Paul Biya, en fonction depuis 1982, a construit sa méthode sur un principe simple, ne jamais gouverner sous la pression du bruit. Le bruit médiatique s'agite, lui observe. Le bruit accélère, lui ralentit. Certains appellent cela de la procrastination. D'autres parlent de maîtrise du tempo. La vérité, comme souvent en politique, se trouve entre les deux. Annoncer un remaniement, sans en fixer immédiatement la date, c'est envoyer un signal subtil. Ce signal dit au ministre « Rien n'est acquis ». Il dit à l'opinion « Tout est possible ». Il dit à l'appareil d'État « Restez attentifs ». Car un remaniement n'est pas seulement un changement de visage, c'est un instrument de discipline. Pendant qu'on attend, chacun redouble d'activité. Les dossiers avancent plus vite. Les discours deviennent plus dynamiques. Les inaugurations se multiplient. Le sursis devient moteur. Dans ce contexte, reporter l'échéance au-delà du 20 mai 2026 peut se lire comme une stratégie. La fête nationale est un moment d'unité, de symbole, de mise en scène institutionnelle. Toucher à l'équilibre gouvernemental avant ce rendez-vous pourrait brouiller la narration officielle. Attendre, au contraire, permet de consolider l'image de stabilité avant d'engager un changement. Il faut comprendre une chose. Après plus de 40 ans au pouvoir, le président ne gère plus seulement l'instant. Il gère l'héritage. Chaque décision s'inscrit dans la durée. Le remaniement devient alors un acte historique, pas un simple ajustement administratif. Dans les couloirs, certains murmurent que l'appareil d'État fonctionne en apnée. C'est une formule forte, mais l'État, lui, continue d'opérer. Les ministères travaillent, les budgets s'exécutent, les projets avancent, parfois lentement,
parfois difficilement, mais ils avancent. La question n'est donc pas l'arrêt, la question est le rythme. Et le rythme, au Cameroun, est une signature politique. Cette lenteur apparente produit un effet psychologique puissant. Elle installe l'idée que le chef de l'État ne cède ni à l'émotion ni à la précipitation. Dans une région où les transitions peuvent être brutales, cette image de stabilité rassure une partie de la population. Elle inquiète aussi ceux qui espèrent un renouvellement plus rapide. Deux lectures opposées, une même réalité. Il faut également considérer l'âge du président. À 93 ans, chaque décision engage non seulement le présent, mais aussi la perception internationale et nationale de la continuité du pouvoir. Accélérer pourrait être interprété comme une urgence, ralentir comme un contrôle. La nuance est fine, mais en politique, la nuance fait souvent toute la différence. Le silence stratégique a toujours fait partie de la méthode. Ne pas confirmer, ne pas infirmer, laisser les rumeurs tourner jusqu'à épuisement, observer qui se positionne, qui s'impatiente, qui critique, qui soutient. Le temps devient un révélateur de loyauté. Pendant que l'opinion débat, le pouvoir évalue. Et puis, il y a la dimension symbolique. Un remaniement, surtout après une longue période de stabilité gouvernementale relative, marque la fin d'un cycle. Il peut être interprété comme un aveu d'insuffisance ou comme une volonté de relance. Le moment choisi déterminera le récit dominant. Fixer l'horizon après le 20 mai, c'est inscrire la décision dans une logique nationale forte. La fête nationale célèbre l'unité. Le message implicite pourrait être l'unité d'abord, les ajustements ensuite. Cela permet d'éviter que les rivalités internes ne parasitent un moment symbolique majeur. Il ne faut pas sous-estimer l'impact interne d'un remaniement. Chaque changement de ministre entraîne des rééquilibrages dans les administrations, dans les réseaux d'influence, dans les alliances politiques. Ce sont des mécanismes complexes. Les enclencher demandent préparation. Certains citoyens expriment une impatience légitime. Le chômage, le coût de la vie, les défis sécuritaires exigent des réponses visibles. Dans ce contexte, l'attente peut être perçue comme une distance entre le sommet et la base. C'est un risque politique réel. Mais la présidence semble privilégier une logique de consolidation avant l'action spectaculaire. On sécurise les fondations avant de changer la façade. Ce choix peut être critiqué. Il peut aussi être défendu. Ce qui est certain, c'est qu'il correspond à une méthode constante observée depuis plusieurs décennies. Ne jamais agir sous l'effet d'une pression conjoncturelle. Le temps, ici, devient un outil de pouvoir. Celui qui contrôle le calendrier contrôle la narration. Celui qui fixe la date impose le tempo. Et dans ce jeu, la patience est parfois plus redoutable que la vitesse. En résumé, ce report apparent n'est pas un vide. C'est un espace stratégique, un espace où s'observent les forces, où se mesurent les ambitions, où se testent les fidélités. La vraie question n'est donc pas seulement quand aura lieu le remaniement. La vraie question est dans quel contexte institutionnel et politique interviendra-t-il, car le timing ne sera pas neutre. Il dira quelque chose du cap choisi pour la suite. Et justement, derrière ce calendrier maîtrisé se dessine une hypothèse plus large, celle d'un ajustement institutionnel préalable, une modification possible des équilibres au sommet de l'État avant même de toucher au portefeuille ministériel. Si tel est le cas, le remaniement ne serait pas le point de départ du changement, mais son aboutissement. Partie 2, révision constitutionnelle et hypothèse d'un vice-président. Au Cameroun, quand on parle de remaniement, il faut toujours regarder au-dessus des ministres, parce que parfois, le vrai chantier n'est pas dans les bureaux climatisés des départements ministériels. Il est dans la charpente même de l'État. Depuis plusieurs semaines, une hypothèse revient avec insistance. Avant de changer les hommes, il faudrait peut-être ajuster les règles du jeu. Autrement dit, envisager une révision constitutionnelle. Et au cœur de cette rumeur persistante, une idée précise, l'institution éventuelle d'un poste de vice-président. Officiellement, rien n'a été annoncé. Mais politiquement, la question circule. Et quand une question circule longtemps au Cameroun, c'est qu'elle mérite d'être examinée. Pourquoi parler d'un vice-président maintenant ? La réponse tient en un mot, continuité. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, incarne la stabilité institutionnelle du pays depuis plus de 4 décennies. À 93 ans, chaque débat sur l'avenir de l'exécutif devient inévitablement un débat
sur l'organisation de la succession. Pas dans le sens du départ immédiat, mais dans celui de la prévisibilité. Un système politique solide n'est pas seulement celui qui fonctionne au présent. C'est celui qui sait comment il fonctionnera demain. Aujourd'hui, la constitution camerounaise prévoit des mécanismes d'intérim en cas de vacance du pouvoir. Mais l'idée d'un vice-président changerait profondément la dynamique. Ce ne serait plus un mécanisme d'urgence, ce serait une préparation assumée. Un vice-président, ce n'est pas un simple adjoint protocolaire. Ce serait un numéro 2, clairement identifié. Un visage, un nom, une ligne de continuité. Et là, les équilibres deviennent sensibles. Dans un pays où les équilibres régionaux, politiques et sociologiques sont scrutés avec précision, la désignation d'un vice-président ne serait pas un acte neutre. Ce serait un signal puissant. Un signal à l'intérieur, c'est du parti au pouvoir, le RDPC. Un signal aux élites administratives, un signal à la jeunesse, un signal à l'opposition. Autrement dit, choisir un vice-président reviendrait presque à annoncer la couleur de l'après. C'est précisément pour cela que la décision, si elle devait être prise, ne pourrait pas être improvisée. Certains analystes estiment qu'une telle réforme pourrait désamorcer les tensions internes, car lorsque l'avenir est flou, les ambitions s'expriment dans l'ombre. Lorsque la hiérarchie est claire, les lignes se stabilisent. Il ne faut pas se voiler la face. Dans toute formation politique majoritaire depuis longtemps, des courants existent, des sensibilités cohabitent, des visions différentes se confrontent. C'est normal, c'est humain. Institutionnaliser un vice-président pourrait canaliser ces dynamiques, donner un cadre, réduire les spéculations permanentes. Mais attention, créer un poste, ce n'est pas seulement apaiser, c'est aussi redistribuer. Qui serait choisi? Sur quels critères? Expérience? Loyalisme? Représentativité régionale? Capacité à rassurer les partenaires internationaux? Proximité avec les bases militantes? Chaque critère ouvre un débat. Et dans un contexte où le mot « transition » est devenu un sujet sensible, la prudence est maximale. Il faut également regarder le calendrier politique. Nous sommes dans une période où la population exprime de fortes attentes sociales. Emploi, pouvoir d'achat, infrastructures, sécurité. Toute réforme institutionnelle devrait être expliquée avec pédagogie pour éviter qu'elle ne soit perçue comme une priorité éloignée des préoccupations quotidiennes. Car pour le citoyen qui cherche un emploi ou attend l'amélioration d'une route, la création d'un vice-président peut sembler abstraite. D'où l'importance du récit politique qui accompagnerait une telle décision. Si réforme il y a, elle devra être présentée non pas comme un calcul interne, mais comme un renforcement de la stabilité nationale. Il y a aussi un élément stratégique. Un remaniement ministériel classique modifie l'équipe. Une réforme constitutionnelle modifie le système. Ce ne sont pas les mêmes conséquences. Si le pouvoir choisit d'agir d'abord sur la Constitution, cela signifierait que le remaniement ne serait que la deuxième étape d'un mouvement plus large. Une sorte de séquence logique. On consolide l'architecture, puis on ajuste les occupants. Et c'est là que le calendrier prend tout son sens. Attendre, après le 20 mai 2026, pourrait permettre d'inscrire une éventuelle réforme dans une dynamique institutionnelle maîtrisée, loin de l'agitation des rumeurs. Cela offrirait aussi le temps nécessaire pour consulter, convaincre, préparer, car une révision constitutionnelle ne se décrète pas comme un simple communiqué. Elle suppose un processus légal précis, des débats parlementaires, des étapes formelles. La session parlementaire de mars pourrait d'ailleurs devenir un moment d'observation clé, non pas parce qu'une annonce serait garantie, mais parce que les signaux politiques s'y lisent souvent, entre les lignes. Il faut également rappeler un principe fondamental. Dans un État unitaire comme le Cameroun, le président de la République reste le garant de l'unité nationale. Toute réforme touchant à la structure exécutive devra préserver cet équilibre. L'objectif affiché, s'il devait être confirmé, ne serait pas de créer une rivalité au sommet, mais de structurer la continuité. Et dans un pays où la stabilité est souvent présentée comme un acquis majeur de l'ère Paul Biya, la cohérence institutionnelle devient un enjeu central. Il serait donc réducteur de voir l'hypothèse du vice-président comme une simple manœuvre politique. Ce serait potentiellement un tournant institutionnel. Mais prudence encore. Tant qu'aucune annonce officielle n'a été faite, nous restons dans le domaine des hypothèses analysées, pas des certitudes.
Ce qui est certain, en revanche, c'est que le remaniement ministériel annoncé ne peut être compris isolément. Il s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir de l'exécutif. Et si cette réforme venait à se concrétiser, elle redessinerait les équilibres internes avant même que les ministres ne changent de fauteuil. En clair, le vrai suspense n'est peut-être pas seulement dans la liste des portefeuilles. Il est dans la structure même du sommet. Ce qui nous amène à une autre dimension stratégique du calendrier, l'organisation territoriale et la décentralisation. Car pendant qu'on parle de sommet, la base aussi pourrait connaître des ajustements majeurs. Partie 3. Décentralisation et redécoupage. Réforme de terrain ou stratégie politique? Mais quand on parle de remaniement ministériel, on pense tout de suite au fauteuil de Yaoundé. Mais parfois, le vrai mouvement commence loin des tapis rouges. Il commence dans les communes, dans les conseils municipaux, dans les cartes administratives que l'on regarde rarement, sauf quand elles changent. Au Cameroun, la décentralisation n'est pas un mot nouveau. Elle est inscrite dans les textes. Elle est promise, relancée, discutée. Elle avance, mais à son rythme. Et aujourd'hui, elle revient dans le débat avec une intensité particulière. Pourquoi maintenant? Parce qu'un remaniement gouvernemental ne se limite pas à remplacer des ministres. Il peut s'accompagner d'une réorganisation plus large. Et parmi les hypothèses évoquées, il y a celle d'un redécoupage territorial. Repenser certaines communes, ajuster certaines limites, alléger des structures jugées trop lourdes. Officiellement, l'argument est administratif. Certaines communes sont vastes, complexes, difficiles à gérer. On parle de obésité administrative. Trop de charges, pas assez d'efficacité. Des services parfois éloignés des citoyens. Sur le papier, réorganiser pourrait améliorer la proximité et la gestion locale. Et c'est vrai qu'un territoire mieux structuré peut permettre une meilleure planification, une meilleure répartition des ressources, une gouvernance plus proche des réalités quotidiennes. Mais en politique, redessiner une carte n'est jamais un geste innocent. Une frontière administrative, ce n'est pas seulement une ligne sur un papier, c'est une répartition d'électeurs, c'est un équilibre de force, c'est un calcul potentiel. Dans les débats actuels, certains observateurs évoquent le risque de gerrymandering, ce qu'on appelle le charcutage électoral. Le terme est fort. Il mérite d'être utilisé avec prudence, mais il traduit une inquiétude réelle, celle de voir la carte administrative devenir un outil stratégique. Après les derniers scrutins, le paysage politique a montré des dynamiques nouvelles dans certains bastions historiques. Des zones considérées comme acquises ont exprimé des votes plus contrastés. Dans ce contexte, redécoupé peut être perçu de deux façons, soit comme une modernisation nécessaire de la gouvernance locale, soit comme une manière d'optimiser les rapports de force. La vérité dépendra des intentions et surtout de la transparence du processus. Car la décentralisation, si elle est sincère, vise à renforcer la participation citoyenne. Elle vise à rapprocher la décision publique du terrain. Elle vise à donner plus d'autonomie aux collectivités. Mais si elle est mal expliquée, elle peut être perçue comme une manœuvre. Et dans un climat où la confiance institutionnelle est précieuse, la perception compte presque autant que l'acte lui-même. Il faut aussi considérer un élément essentiel, la démographie. Le Cameroun évolue. Les villes grandissent. Les zones périurbaines explosent. Les équilibres démographiques d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Adapter la carte administrative peut donc répondre à une réalité objective. La question centrale devient alors sur quels critères s'appuiera ce redécoupage, s'il a lieu. Des critères démographiques, économiques, géographiques ou politiques. Une réforme crédible devra s'appuyer sur des données claires et des consultations inclusives. Elle devra éviter toute impression de favoritisme. Car le risque, dans un pays attaché à l'équilibre régional, serait de créer un sentiment d'injustice territoriale. Il faut le dire franchement, la carte du Cameroun n'est pas qu'un outil administratif. Elle est un symbole d'unité. Chaque modification touche à des identités locales, à des histoires, à des sensibilités. C'est pour cela que le timing est crucial. Inscrire un redécoupage dans une séquence précédant un remaniement ministériel peut être interprété comme une préparation du terrain politique. On ajuste la base avant d'ajuster le sommet.
D'un point de vue stratégique, cela peut permettre de stabiliser certains équilibres avant d'annoncer de nouveaux visages au gouvernement, mais d'un point de vue citoyen, l'attente est différente. Les populations veulent des routes praticables, des services accessibles, des emplois. Elles jugeront la réforme sur ses effets concrets, pas sur ses subtilités juridiques. Et c'est là que le pouvoir devra être particulièrement habile. Expliquer, justifier, démontrer. La décentralisation n'est pas seulement un outil de gestion. C'est un test de maturité institutionnelle. Si elle est menée avec rigueur, elle peut renforcer la cohésion nationale. Si elle est perçue comme instrumentalisée, elle peut alimenter la méfiance. Dans ce débat, il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit d'anticiper les perceptions. Car la politique camerounaise a toujours accordé une importance particulière aux équilibres régionaux. Modifier ces équilibres demande une précision d'orfèvre. Et pendant que ces réflexions s'intensifient, le remaniement ministériel reste en arrière-plan, comme une pièce finale d'un puzzle plus large. On pourrait même dire que le remaniement devient la conséquence d'un ajustement territorial réussi. D'abord, on redessine les bases, ensuite on ajuste l'équipe. Cette séquence, si elle se confirme, montrerait que le changement ne serait pas simplement cosmétique, il serait structurel. Mais encore une fois, tout dépendra de la méthode. Une réforme territoriale efficace est celle qui améliore réellement la vie des citoyens, pas celle qui se contente de déplacer des lignes. Le défi est immense. Moderniser sans diviser, réorganiser sans fragiliser, optimiser sans manipuler. Et au cœur de tout cela, une question demeure. Le remaniement qui suivra sera-t-il guidé par ces nouveaux équilibres territoriaux? Car si la carte change, la représentation change aussi. Et si la représentation change, le gouvernement devra refléter cette nouvelle réalité. Ce lien entre territoire et pouvoir exécutif est central. Il nous conduit directement à la dernière dimension du débat, la logique même du renouvellement ministériel. Doit-on choisir les ministres en fonction des scores locaux ou en fonction de leur efficacité nationale? Partie 4. Faut-il juger les ministres au score électoral ou à l'efficacité nationale? Voici maintenant le débat qui enflamme les salons feutrés, les groupes WhatsApp, les plateaux improvisés et les discussions sous les manguiers. Un ministre dont la localité d'origine n'a pas massivement voté pour le président doit-il être débarqué? La question peut sembler simple, presque arithmétique. Tu n'apportes pas les voix, tu perds le poste. Calcul rapide. Logique punitive. Certains trouvent cela cohérent. Mais en politique, ce qui paraît simple cache souvent une complexité plus profonde. Un ministre est-il nommé pour garantir un score électoral dans son village ou pour gérer un secteur stratégique de la République? Dans un État unitaire comme le Cameroun, la fonction ministérielle était nationale. Un ministre prête serment pour servir la nation entière, pas un arrondissement précis. Son champ d'action dépasse les frontières de sa localité d'origine. Réduire son rôle à une performance électorale locale reviendrait à transformer chaque membre du gouvernement en chef de campagne régional permanent. Et là, le risque est au clair. On glisse d'une logique de compétence à une logique de comptabilité. Imaginons un instant que ce principe soit appliqué strictement. Une zone vote moins que prévu, le ministre originaire de cette zone est sanctionné. Une autre zone vote massivement, son représentant est récompensé. Cela créerait une pression permanente sur les ministres pour mobiliser politiquement plutôt que pour administrer efficacement. Le ministre des Travaux publics passerait plus de temps à convaincre ses compatriotes à domicile qu'à surveiller les chantiers. Le ministre de l'Emploi s'inquiéterait davantage du taux de vote que du taux d'insertion professionnelle. Est-ce vraiment cela que les citoyens attendent? Le Cameroun a toujours mis en avant un principe d'équilibre régional dans la composition des institutions. Cet équilibre vise à garantir que toutes les composantes du pays se sentent représentées au sommet. Si l'on commence à sanctionner les ministres sur la base des scores locaux, cet équilibre pourrait être fragilisé. Certaines régions pourraient d'un se sentir pénalisées pour des choix électoraux conjoncturels. Or, le vote est une expression démocratique. Il peut traduire un mécontentement ponctuel, une revendication sociale ou une adhésion alternative. Le punir indirectement en retirant toute représentation nationale serait un message délicat. Cela ne signifie pas que les ministres ne doivent pas être évalués. Au contraire, ils doivent l'être. Mais sur quels critères? L'efficacité, la rigueur, la capacité à produire des résultats concrets. Un ministre des Finances doit être jugé sur la gestion budgétaire.
un ministre de la Santé sur l'accès aux soins, un ministre des Infrastructures sur la qualité des routes et des ponts. L'État n'est pas une compétition inter-villages, c'est une organisation nationale. La rumeur d'une purge basée sur les scores électoraux séduit parce qu'elle offre une explication simple à un processus complexe. Elle donne l'impression d'un lien direct entre loyauté électorale et maintien au pouvoir. Mais la gouvernance ne peut pas se réduire à une logique de récompense et de punition territoriale. Il y a aussi un enjeu d'image internationale. Un gouvernement perçu comme composé selon des critères strictement électoraux pourrait soulever des interrogations sur la priorité donnée aux compétences techniques. Et dans un contexte économique exigeant, le Cameroun a besoin d'une équipe capable de négocier, planifier, exécuter. Cela dit, il serait naïf de nier totalement la dimension politique. Un ministre est aussi un acteur politique. Il participe à la mobilisation, à la communication, à la défense du projet gouvernemental. Mais cette dimension doit rester complémentaire à sa mission principale, administrer efficacement. Le président de la République, garant de l'unité nationale, se trouve face à un équilibre délicat, renouveler pour dynamiser, maintenir pour stabiliser, récompenser la performance sans céder au calcul étroit. Le prochain remaniement, s'il intervient après les ajustements institutionnels et territoriaux évoqués précédemment, devra envoyer un message clair, un message de compétence, un message d'efficacité, un message d'unité. Car dans un pays où les attentes sociales sont fortes, la population jugera le gouvernement non pas sur les batailles internes, mais sur les résultats visibles. Le chômage des jeunes ne se résout pas avec des équations électorales. Les défis sécuritaires ne se traitent pas avec des statistiques de vote local. Les infrastructures ne se construisent pas avec des bulletins dépouillés. Elles se construisent avec des décisions, des budgets, des suivis rigoureux. Si remaniement il devra incarner une nouvelle énergie. Peut-être un rajeunissement, peut-être une technicisation accrue, peut-être un mélange d'expérience et de dynamisme. Mais il devra surtout éviter le piège de la division. Car un gouvernement n'est pas une coalition de fiefs, c'est une équipe au service d'un cap national. La tentation de lire chaque nomination à travers le prisme du score électoral est compréhensible. La politique nourrit les interprétations. Mais la responsabilité institutionnelle exige de dépasser ces lectures immédiates. Le vrai enjeu n'est pas de savoir quel village a donné combien de voix. Le vrai enjeu, c'est de savoir si les politiques de public produisent des résultats mesurables. En définitive, le débat sur les scores révèle une inquiétude plus profonde, celle de la représentativité et de la justice dans la répartition du pouvoir. Et c'est précisément pour cela que le remaniement attendu est plus qu'une simple redistribution de portefeuille. Il est un test de maturité institutionnelle, un test d'équilibre politique, un test de vision. La question qui demeure est simple. Le prochain gouvernement sera-t-il conçu comme une réponse aux défis structurels du pays ou comme une réponse aux équations électorales? La réponse, elle, se lira dans les choix concrets qui seront annoncés. Et c'est là que se referme notre analyse du cœur du débat. Car au-delà des rumeurs, au-delà des spéculations, une chose est certaine, le remaniement attendu ne sera pas anodin. Il dira beaucoup de la direction choisie pour les années à venir. La suite appartient désormais aux décisions officielles. Au terme de cette analyse, une évidence s'impose. Le remaniement ministériel attendu dépasse largement la simple redistribution de portefeuille. Le calendrier choisi, après le 20 mai 2026, ne semble pas anodin. Il s'inscrit dans une séquence réfléchie. D'abord consolider les équilibres, ensuite ajuster l'équipe, peut-être même repenser certaines structures avant de modifier les visages. Nous avons vu que le temps politique peut être une stratégie, que l'hypothèse d'une réforme constitutionnelle, notamment autour d'un poste de vice-président, changerait profondément la lecture du moment, que la décentralisation et un éventuel redécoupage territorial peuvent influencer l'architecture du pouvoir, et que le débat sur les scores électoraux révèle une tension entre logique politique et exigence de compétences. Le Cameroun fait face à des défis économiques, sociaux et institutionnels majeurs. Le prochain gouvernement devra être plus qu'un symbole. Il devra être une réponse.